Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition du journal sur BON Télévision. Tout de suite, le sommaire, l'UNESCO et le ministère provincial de l'Éducation unis pour lutter contre les violences, notamment celles basées sur le genre. C'est l'objectif poursuivi par l'atelier visant la mise en place d'une stratégie nationale de communication sur la question. Réputé critique, le rapport Doing Business 2015 classe la République démocratique du Congo parmi les 10 premiers réformateurs au monde. S'il en était que le gouvernement s'est effectivement lancé sur la voie de l'émergence. Et pas encore de cour constitutionnelle, donc la Cour suprême est encore à l'ordre du jour. Il y a une ambiance particulière ce vendredi à l'occasion de la rentrée judiciaire, occasion saisie par le premier de la haute juridiction pour interpeller les magistrats. Bienvenue à ce grand rendez-vous d'information. Madame, Monsieur, le Premier ministre Augustin Matata-Ponyo est aux Pays-Bas. Augustin Matata-Ponyo a eu ce jeudi un tête-à-tête avec son homologue hollandais Mark Rutte. Des échanges qui ont tourné autour du renforcement de la coopération bilatérale entre les deux pays. Convaincu des performances économiques enregistrées, le gouvernement hollandais s'est dit prêt à travailler avec la République démocratique du Congo dans plusieurs domaines pour un partenariat gagnant-gagnant, notamment dans le secteur de l'agriculture, dans le parc agro-industriel de Bukanga-Lunzo, qui reste le point d'attraction pour les Hollandais. Dans les 2 semaines qui viennent, la ministre hollandaise du Commerce extérieur, de la coopération au développement, sera à Kinshasa. Et justement, puisqu'on parle gouvernance, la République démocratique du Congo est comptée parmi les 10 premiers au monde qui ont réalisé des réformes. C'est le dernier rapport Doing Business 2015 qui en fait état, ce qui ne peut que réjouir les investisseurs et autres observateurs du climat des affaires. Le gouvernement a relevé le pari, conclusion du ministre du Plan et du suivi de la mise en œuvre de la révolution de la modernité. Les détails avec Fezamika. La perte d'une place dans le classement général du dernier rapport Doing Business n'ébranle nullement le gouvernement congolais qui se dit serein et se félicite plutôt de la place qu'il occupe sur le plan mondial en matière du climat des affaires. Selon le même rapport, la République démocratique du Congo figure parmi les 10 meilleurs pays réformateurs, une performance acquise notamment grâce à l'observance de certains critères par le gouvernement congolais. Le rapport Doing Business 2015, publié avant-hier, révèle d'une part que 5 de ces réformes ont été retenues comme ayant un impact positif sur le climat des affaires, et d'autre part qu'avec ces réformes, la République démocratique du Congo se classe non seulement dans les tops des 10 premiers réformateurs du monde, mais aussi parmi les 5 meilleurs réformateurs en Afrique sur la période 2013-2014. Il s'agit de réformes opérées sur les indicateurs, comme je l'ai déjà dit, création d'entreprises, raccordement au réseau électrique, accès au crédit, paiement des taxes et impôts et protection des investisseurs. Loin d'une jubilation, le gouvernement s'engage à persévérer dans les efforts susceptibles d'assainir davantage les climats des affaires. La publication de ces rapports m'offre l'opportunité de confirmer au nom du gouvernement notre volonté de poursuivre le programme de réforme. Le gouvernement est plus que jamais déterminé à offrir au secteur privé, en particulier aux petites et moyennes entreprises, un environnement des affaires compétitif et en constante amélioration. Ce qui est certain, c'est que le gouvernement ne se lassera pas de réformer et n'épargnera pas son énergie pour faire tout ce qui est possible pour aller de l'avant. La République démocratique du Congo comptait parmi les top 10 des pays réformateurs à travers le monde en matière du climat des affaires. Ces indicateurs se veulent des éléments incitatifs pour des potentiels investisseurs désireux de faire rayonner leurs affaires en RDC. La logique d'une compétition. La compréhension mutuelle et responsable, voilà l'ambiance qui a gagné les experts qui ont pris part à la conférence des ministres des pays membres de la CEAC sur le fond de l'économie verte en Afrique centrale et la transformation structurelle de l'économie des ressources naturelles. Décisions, conclusions et résolutions pertinentes, toutes convergent dans la prise en charge effective des préoccupations partagées par différents États au sujet de l'économie verte dans l'espace CEAC.
Voilà les moments forts qui ont ponctué la conférence des ministres de la CEEAC sur le Fonds pour l'économie verte en Afrique centrale et la transformation structurelle de l'économie des ressources naturelles. Assise clôturée par le vice-premier ministre en charge du budget. La pertinence des décisions, conclusions et recommandations auxquelles vous êtes parvenus vont dans le sens de la prise en charge effective des préoccupations partagées par nos différents États au sujet de l'économie. L'adoption des textes créant le Fonds de l'économie verte en Afrique centrale, une recommandation qui favorisera la promotion des ressources naturelles sur les marchés régionaux et même internationaux. La réunion de ministres avait pour objectif de promouvoir la transformation structurelle du système de l'économie des ressources naturelles en général et celle du système de l'économie du bois en particulier, d'adopter le texte créant le Fonds pour l'économie verte en Afrique centrale, le VAFANCI, outil de développement et de promotion du système de l'économie verte en Afrique centrale, ainsi que d'autres décisions visant à accélérer l'implémentation par les États membres avec l'appui de partenaires et bailleurs de fonds du système de l'économie des ressources naturelles. C'est dans une atmosphère de fraternité, compréhension mutuelle et responsabilité que ces assises, axées sur la transformation structurelle pour la transformation du système de l'économie verte, des ressources naturelles en général et du bois en particulier, se sont déroulées. Et dernier jour du mois d'octobre, mais jour de rentrée judiciaire pour les magistrats de la République démocratique du Congo, magistrats du siège, ceux du ministère public et avocats, tous se sont retrouvés à la Cour suprême de justice pour cette ouverture solennelle. L'on est tenté de dire que la cérémonie s'est résumée à un rappel à l'ordre. Depuis le début de l'année, la Cour suprême de justice a enregistré 127 dossiers dans lesquels des procédures de prise à partie ont été dirigées vers des magistrats. 15 d'entre eux ont été condamnés. Des chiffres qui ne réduisent nullement l'image de la justice congolaise. L'occasion était donc propice ce vendredi, lors de la rentrée judiciaire, de remettre les pendules à l'heure, non seulement à l'endroit des avocats, mais aussi des magistrats. Des mains aux chefs de juridiction et d'office et à tous les magistrats du siège et du parquet de réfléchir davantage sur la place de l'éthique et de la déontologie lors de l'instruction des causes ou lors de prononcer des décisions afin que leurs œuvres soient à l'abri de tout reproche. Des efforts doivent donc être fournis. Un effort doit donc être fourni par chacun des magistrats pour ne pas donner au justiciable l'occasion de mettre son impartialité en cause. Ancien magistrat, le président de l'Assemblée nationale a représenté le chef de l'État à cette cérémonie. Et je rappelle que le chef de l'État, Joseph Kabila, est toujours à Béni, où il a communié avec la population ce jour au cours d'un meeting. Joseph Kabila a donc été représenté à cette cérémonie par le président de l'Assemblée nationale. Mais avant de s'y rendre, Baminakou s'est entretenu avec un ancien parlementaire belge. Nous avons discuté de toutes sortes de choses, comment les élections se font à l'intérieur du Parlement, les désignations, le rôle de l'opposition, de la majorité, la conversation d'un ancien président avec un nouveau président d'Assemblée. Nous n'avons pas écarté du tout le débat sur les élections futures, l'organisation des élections locales avec tous les problèmes que cela comporte, définition de territoire, de pouvoirs parallèles, intermédiaires, de tribus, de chefferies, etc. Il faisait éviter, je crois, à tout prix, le prétexte ou l'alibi du vide politique. Le vide politique est une chose dangereuse. Et lorsqu'on peut prévoir les dates d'échéance, on peut aussi prévoir les remèdes. Il faut le faire avec le plus grand consensus possible. Le pays est tellement immense, la stabilité est tellement nécessaire, le sort de près de 80 millions de Congolaises et de Congolais est tellement dépendant de cette stabilité, de ce progrès, que tous ceux qui portent une responsabilité, quel que soit leur niveau, doivent y contribuer. Sans stabilité, sans paix, nous voyons ce qui se passe chez nos voisins d'ici, ce serait contre-productif pour les citoyens de ce pays.
Consolidation du leadership féminin dans les milieux professionnels et syndicaux, c'est l'objectif poursuivi par les participantes à la première convention nationale de la femme organisée par la plateforme syndicale Union fait la force. L'engagement de la femme du syndicat, voie d'éveil de son leadership, c'est le thème choisi pour ces assises qui ont duré 3 jours et qui se sont clôturées ce jeudi. Elles ont résolu de lutter pour mériter leurs droits et apporter ainsi leur contribution à la consolidation d'un Congo paritaire. Pendant 3 jours donc, les femmes de la centrale syndicale Union fait la force ont réfléchi sur le voies et moyens de consolider leur leadership professionnel et syndical, aussi à militer pour l'élimination des violences basées sur le genre. Avons aussi résolu d'emboîter les pas de nos leaders. Nous ne devons jamais trahir l'action syndicale. Devons travailler pour les autres tout en pensant que notre satisfaction est morale. Initiative louable soutient leurs camarades hommes et le bureau des représentations de l'OIT en RDC qui ont invité les femmes syndicalistes de faire plus pour mériter plus. Depuis le premier jour où nous naissons filles, nous devons nous battre pour avoir notre place dans cette société. Nous devons nous battre par rapport à nos frères garçons qui encore ont souvent le privilège ou la préférence des parents lorsqu'il faut décider d'aller à l'école. Vous croyez que la femme est un être qui doit attendre que l'homme le mette sur une chaise, sur une structure? Vous attendrez seulement les jours que les hommes seront fatigués pour qu'ils vous mettent dans cette structure-là. Mais l'expérience a montré que jusqu'à la mort, chacun se bat. Des brevets ont été remis aux participantes qui ont promis de relayer le message à leurs congénères pour un éveil des consciences. Nous devons nous lever ensemble pour la méritocratie. Le leadership féminin est possible et il est aussi réel. Un premier élément d'avoir réellement un leadership, c'est d'abord le renforcement des capacités. La première convention nationale des femmes de l'Union fait la force a réuni plus de 100 participantes venues de l'ensemble du territoire national. Gender toujours, lutte contre les violences et notamment celles basées sur le genre. La stratégie nationale de communication pour le changement de comportement a fait l'objet d'un atelier sur son orientation et son élaboration organisé par le ministère provincial de l'Éducation en partenariat avec l'UNESCO et le gouvernement canadien. Un projet conjoint a été mis en place lors de cet atelier pour trouver les voies et moyens de communication efficientes et efficaces pour contrer les violences basées sur le genre qui continuent à battre le record en République démocratique du Congo. 5 provinces sont directement ciblées dans le projet. La province orientale, le nord Kivu et le sud Kivu, la province de Kinshasa et la province de Bandundu. L'étape de Kinshasa, c'était la première consultation. La première consultation avec toutes les parties prenantes. L'exercice se veut vraiment participatif parce qu'il y a eu beaucoup de produits pour le changement, la communication pour le changement de comportement. Mais il y a eu souvent des échecs parce qu'il n'y a pas eu suffisamment d'appropriation. C'est à travers un jeu de questions-réponses que s'est soldé ces dernières séances des travaux. Des échanges qui ont énormément contribué au background des participants qui se disent satisfaits et prêts à relayer les informations et connaissances recueillies. C'était vraiment très important et enrichissant, surtout que je travaille en matière de violence sexuelle et basée sur le genre. Vous savez, dans la lutte que nous sommes en train de mener, il y a un sérieux problème de communication. Alors pendant ces 3 jours, nous avons essayé de réfléchir, de raisonner ensemble avec les amis, quelles sont les stratégies, quels sont les moyens qui doivent être mis en place pour que nous puissions assurer une meilleure communication et pour que la population puisse réellement changer leur comportement vis-à-vis au problème des violences sexuelles. Prise en compte de remarques des participants à ces assises, renforcement de la justice en faveur de la lutte, élargissement et implication d'autres couches sociales à ces genres d'ateliers, telles sont les quelques résolutions parmi celles qui ont été prises par les organisateurs de cette activité qui, par ailleurs, s'engagent à s'impliquer à fond pour l'éradication de ces fléaux.
Et puisqu'on est au niveau provincial, parlant de Kinshasa qui court après les recettes destinées à la faire vivre, la Direction générale des recettes de Kinshasa lance sur le terrain des officiers de police judiciaire assermentés pour l'atteinte de ses objectifs fiscaux. Ces derniers ont prêté serment ce jeudi au cours d'une cérémonie solennelle présidée par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de la Gombe en présence du directeur général de la dite régie fiscale et des ministres provinciaux des Finances et du Plan. Ils sont 43 au total à avoir pris l'engagement de servir la DGRK comme huissier. Le ministre provincial des Finances, Économie et TVA, Guy Matondo, précise qu'ils ont pour mission de dissuader les assujettis rebelles. La cérémonie de séjour revêt à mes yeux une double signification, à savoir celle de doter la Direction générale des recettes de Kinshasa huissiers fiscaux qui auront pour mission essentielle de poser tous les actes de poursuite en matière de recouvrement forcé des impôts provinciaux et locaux, taxes, dépenses, autres droits dus à la vie de Kinshasa. Et enfin, celle de dissuader tous les redevables qui seraient tentés de détenir indûment des créances fiscales au détriment du trésor privé. Le procureur général Kenekene, qui a pris acte de ces serments, a appelé les nouveaux OPJ à exercer dans la loyauté et la dignité de peur de subir la rigueur de la loi. Mesdames et messieurs les OPJ, l'heure n'est plus au discours, mais je vous exhorte à posséder les qualités nécessaires d'un agent de l'État et de surcroît d'un officier de police judiciaire, un huissier fiscal digne de ce nom. Je vous invite à l'élégance, à la courtoisie, à la rigueur au sens de sacrifice et au sens de l'honneur. Message bien reçu par le nouveau promu. La DGRK est désormais équipée par des gens qui ont toutes les qualités nécessaires pour recouvrer de force ce qui revient à la ville, parce que l'exécutif provincial a besoin de l'argent nécessaire pour mener sa politique. C'est là et à mettre à l'actif du DG Jean-Claude Mouissa qui, depuis son arrivée à la tête de la DGRK, s'est investi pour une bonne culture fiscale de la capitale. Et parcourons la presse internationale à travers les lignes. Jeune Afrique parle de la situation sécuritaire au Burkina Faso. Après la démission de Blaise Compaoré, le chef d'état-major des armées, le général Honoré Nabéré Traoré, a déclaré qu'il dirigera la transition. J'assumerai les responsabilités de chef de l'État, a-t-il dit. Blaise Compaoré s'est finalement résigné à lâcher le pouvoir dans un communiqué signé par la présidence lue à la télévision nationale. Le président burkinabé annonce sa démission, la vacance du pouvoir et l'organisation d'élections anticipées sous 60 à 90 jours. Et Le Monde, pour sa part, parle du triple attentat mortel dans une gare routière au Nigeria. Un attentat à la bombe a fait au moins 8 morts et 34 blessés vendredi 31 octobre à la gare routière de la ville de Gombe, dans le nord-est du Nigeria, épicentre de l'insurrection menée par le groupe armé islamiste Boko Haram. Selon les secours, selon plusieurs témoins, 3 hommes sont entrés dans la gare routière et ont déposé 3 sacs autour des bus. 3 suspects ont été arrêtés. Nous sommes en train d'établir le bilan des victimes, a déclaré le commissaire de police de cette ville, Abdoulaye Koudou. Un employé de la compagnie publique de bus dans la même ville a dit avoir vu plusieurs personnes allongées sur le sol juste après les explosions, dont certaines étaient mortes ou grièvement blessées, mais il n'a pas pu donner de bilan précis. L'État de Gombe, dans la ville éponyme et la capitale, a des frontières communes avec des États de Borno, Yobe et d'Adamawa, les 3 États les plus durement touchés par l'insurrection islamiste qui a fait plus de 10 000 morts au Nigeria ces 5 dernières années. Selon le commissaire Koudou, les 3 suspects venaient de l'État d'Yobe où Boko Haram a pris le contrôle de plusieurs villes et villages ces dernières semaines. Cet attentat n'a pas non plus été revendiqué, mais il a aussi été attribué à Boko Haram.
Et on termine avec le sport, Ligue des champions de la Confédération africaine de football. L'association sportive et club est à Blida depuis ce jeudi soir où elle va livrer ce samedi la finale retour contre l'entente sportive de Sétif à 19h30. Cette finale coïncide avec la fête nationale algérienne. Mais V-Club, entre-temps, s'entraîne ce soir au stade Mustapha Sheker à 40 km d'Alger. Bonne chance donc à l'équipe V-Club qui porte l'étendard de la République démocratique du Congo. Et c'est sur cette note que nous mettons un point final à ce journal. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain, même heure. Excellente fin de soirée chez vous.